fait une petite enquête auprès de tous les adhérents pour essayer d'avoir un petit peu leurs questions sur lesquelles ils voulaient avoir votre éclairage et de profiter de votre présence. J'inviterai la salle, si vous avez aussi des questions, à en profiter pour avoir ce moment d'interactivité. Je vais lancer effectivement les premières questions sur une thématique d'actualité, où on a eu régulièrement la question de se faire repréciser le contexte du nombre de stagiaires dans une salle de formation actuellement. Ça a beaucoup évolué entre la période post-confinement, juillet. Aujourd'hui, la question qui revient, c'est peut-on avoir plus de 10 stagiaires dans une salle de formation et dans quelles conditions? Est-ce que c'est autorisé, pas autorisé? Quelle est la norme actuellement légale? Il n'y a jamais eu de texte prévoyant une limitation du nombre de stagiaires par salle. La limitation du nombre de personnes, c'est pour les rassemblements sur l'espace public. Et d'ailleurs, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté qui entre en vigueur aujourd'hui, qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes sur l'espace public. Par contre, dans une salle de formation, on peut très bien être plus de 10 personnes, ça ne pose aucun problème. Bien entendu, cela signifie que les règles de prévention contre la propagation du virus ont été établies par un décret du 10 juillet 2020 qui a été encore modifié à la fin du mois d'août 2020. Et au terme de ce décret, modifié fin août, les règles liées aux gestes barrières doivent être strictement respectées, plus particulièrement la distanciation sociale et le port généralisé du masque par les stagiaires et par le ou les formateurs, c'est-à-dire que toutes les personnes concernées doivent porter le masque. La différence qu'il y avait entre avant le mois d'août et depuis le mois d'août, c'est qu'avant le mois d'août, il y avait une règle qui était très claire, qui consistait à dire qu'à partir du moment où la distance sociale de 1 mètre était respectée, il n'y avait pas lieu de porter le masque. Et depuis fin août, ce qui a changé, c'est que même si la distance sociale est respectée de 1 mètre, il faut de toute façon porter le masque. Alors évidemment, moi je fais partie de ceux qui sont amenés à évoquer ça en qualité de citoyen, mais en qualité de juriste, je ne peux pas me permettre de critiquer, je ne fais qu'exposer la règle, et la règle est celle-ci. La confusion qui règne dans le secteur, c'est que beaucoup d'organismes qui m'ont consulté au cours de ces dernières semaines, j'ai pu constater que la compréhension qui en avait été faite, c'était que si on portait le masque, on pouvait avoir des personnes dans une salle sans la règle de distance d'1 mètre. Cette analyse est complètement erronée. Sur le plan juridique, le décret du 10 juillet 2020 modifié fin août est très clair. La distance sociale doit être respectée et en plus, il faut porter le masque. Ce n'est pas le port du masque qui permet de déroger à la règle de distanciation sociale de 1 mètre. Et puis, ce décret du 10 juillet 2020, modifié fin août, pose un autre problème, c'est que sur le plan technique, les règles qui ont été édictées à l'article 35 du décret et qui concernent spécifiquement les organismes de formation, ces règles prévoient qu'un organisme de formation ne peut accueillir du public dans ses locaux, puisqu'on parle d'établissements recevant du public, les ERP. Un organisme de formation ne peut recevoir du public que s'il est démontré que la formation ne peut pas se faire à distance. En d'autres termes, dit autrement, les établissements de formation ne sont pas autorisés à recevoir du public s'il est démontré que la formation peut se réaliser à distance. Mais si par exemple le stagiaire ne peut pas se connecter parce qu'il a une connexion de merde, donc on peut démontrer du coup que la formation est obligée d'être en présentiel. Non, parce que ça c'est un problème lié au stagiaire, à lui de prendre ses dispositions pour avoir les moyens de se connecter. C'est sa responsabilité à lui. La question c'est, est-ce que la formation peut se faire à distance? Le sujet n'est pas de savoir si le stagiaire peut se connecter. Est-ce que la formation peut se faire à distance? À qui faut-il le démontrer? À quelle instance? À toute autorité de contrôle qui serait amenée à se prononcer. D'accord. Et si la formation se fait chez le client? Alors voilà, là c'est une question qui est naturelle et j'attendais qu'on me la pose.
j'ai écrit moi-même au Premier ministre pour soulever cette difficulté parce que on arrive à des situations qui sont complètement absurdes. Mais pour l'instant, M. Castex n'a pas daigné me répondre. J'espère qu'il le fera bientôt. Il y a plusieurs incohérences dans ce décret du 10 juillet 2020 parce qu'on raisonne en ERP, c'est-à-dire en établissement recevant du public, et donc ça veut dire que je raisonne avec un organisme de formation qui a ses propres locaux. Par contre, si je fais la formation dans les locaux qui ne sont pas ceux de l'organisme de formation, mais dans les locaux qui sont ceux du client, alors là, c'est les règles applicables chez le client qui trouvent à s'appliquer, puisque le client lui-même est potentiellement un établissement recevant du public. Et s'il ne fait pas partie de la liste pour lesquelles il y a une interdiction de recevoir du public, il sera tout à fait possible d'animer une formation dans les locaux du client, même s'il est démontré que cette formation peut se réaliser à distance. De la même manière, si il est possible de louer un local chez un loueur de salle qui n'est pas sur la liste des établissements recevant du public étant visé par l'interdiction de recevoir du public, eh bien, dans ce cas, il sera possible de dispenser une formation auprès de stagiaires en présentiel, même s'il est démontré que la formation peut se réaliser à distance. Donc là, par exemple, dans le cas de Polysud, moi, je fais affaire avec un autre centre de formation, je vais faire mes formations chez lui, et lui vient faire ses formations chez moi, et je peux faire des formations présentielles. Si le partenaire concerné est lui-même un organisme de formation, il est visé de la même manière par l'interdiction de recevoir du public, s'il est démontré que la formation peut se réaliser à distance. Moi, je suis pas un organisme de formation, vous pouvez venir louer. Et là où le bât blesse dans la politique gouvernementale, c'est que le décret qui est intervenu fin août 2020 est venu, et c'est là que moi je suis sorti de mes gonds, parce que dans les modifications qui ont été apportées au décret du 10 juillet 2020, il y a un membre de phrase qui a été supprimé pour les organismes de formation qui dispensent des formations au bénéfice des agents de la fonction publique. Et ces organismes de formation qui dispensent des formations pour les agents de la fonction publique, en vertu du décret du 10 juillet 2020, ils étaient soumis aux mêmes règles que les organismes de formation qui dispensent des formations pour des salariés ou pour des travailleurs de droit privé, c'est-à-dire qu'il était interdit de recevoir du public s'il est démontré que la formation peut se réaliser à distance, et depuis fin août, ils ont enlevé s'il est démontré que la formation peut se réaliser à distance pour les organismes de formation qui dispensent des formations au bénéfice d'agents de la fonction publique. Donc ça veut dire que dans la fonction publique, les organismes de formation peuvent recevoir en matière de formation professionnelle des stagiaires en présentiel, même si la formation peut se réaliser à distance. Par contre, quand c'est des organismes de formation qui dispensent des formations pour des travailleurs de droit privé, eh bien là, la règle est maintenue en l'état. S'il est démontré que la formation peut se faire à distance, il y a interdiction d'accueillir du public. La conséquence... très fort pour faire des exceptions qui le concernent. C'est complètement dingue. Alors, Et donc, dans ma correspondance au Premier ministre, bien sûr, j'ai relevé ce point parce qu'il n'y a que des juristes très spécialisés qui vont pouvoir aller décortiquer le texte et constater ces incohérences. Et mon rôle, c'est de le mettre en lumière parce que c'est proprement scandaleux d'imposer des règles aussi strictes à des organismes de formation qui dispensent des travailleurs de droit privé et de prendre des libertés de cette manière pour des organismes de formation qui forment des agents de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Vous voyez, c'est anormal. Le virus circule tout autant dans un organisme de formation qui forme des agents de droit public que dans un organisme de formation qui forme des travailleurs de droit privé. Non, donc la conséquence financière, si on va au bout de la démarche là, on a des OPCO qui nous accordent des plans de financement sur de la formation chez nous. Donc ils nous accordent d'un côté et par la suite on a un contrôle de la directe qui peut nous dire « Ah mais cette formation finalement elle n'aurait pas dû être financée, vous remboursez ». C'est ça la conséquence? Non. C'est quoi? Non, c'est pas ça la conséquence, parce que le remboursement à un financeur d'une formation, ce n'est que lorsque la formation n'a pas été exécutée conformément à la commande. Là, si la formation s'exécute
en présentiel parce que la commande était en présentiel, il n'y a pas de défaut de conformité par rapport à la commande. Donc, il ne peut pas y avoir de remboursement. Ouais. La seule conséquence, si un organisme viole cette règle issue du décret du 10 juillet 2020 modifié fin août, seule conséquence, c'est qu'il peut subir une fermeture administrative D'accord. s'il y a un contrôle. Il peut être l'objet d'une plainte de la part d'un stagiaire ou d'un formateur. Il peut être visé comme étant à l'origine d'un cluster. Ça, il faut le démontrer. Hein. Ah oui, mais aujourd'hui, les outils qui sont utilisés par les recherches, dans le cadre des recherches de clusters, permettent de déterminer de façon assez précise d'où provient l'origine de la propagation. S'il y a plusieurs cas qui proviennent d'un même groupe de stagiaires en formation professionnelle dans un organisme de formation, il est probable que cet organisme soit largement inquiété, ce qui pourrait entraîner l'engagement de sa responsabilité civile et ce qui, bien sûr, conduirait à l'exclusion de garantie de toutes les compagnies d'assurance, puisqu'il y aurait une violation d'une règle à l'origine de la difficulté, C'est super. et donc les assurances ne prendraient pas en charge les conséquences, bien sûr. Oui, dans les entreprises, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, mais c'est s'il y avait une règle qui disait s'il y a 4 mètres carrés par personne, que les locaux sont ventilés et qu'on a 1 mètre de distance, on peut se priver du masque. Est-ce que ça s'applique aussi pour les salles de formation? Alors ça, c'est le protocole sanitaire qui a été produit là pour la rentrée. Au mois de juillet, et puis là pour la rentrée de septembre, il a été encore modifié. Ils ont voulu effectivement apporter des aménagements pour permettre dans certaines entreprises de réduire le nombre de mesures prises lorsqu'il y a une configuration qui permet l'aération du local avec des conditions très précises. Il faut un système d'extraction d'air, etc. Bon, tout ça, ça concerne le monde des entreprises, mais nous, en qualité d'organisme de formation, nous avons des dispositions réglementaires qui concernent précisément les organismes de formation, à l'article 35 du décret de 10 juillet 2020 modifié fin août, et ce sont ces règles-là qui trouvent à s'appliquer et qui ne souffrent aucune dérogation. Je rajouterai une chose, c'est qu'en plus, dernièrement, les établissements privés sont obligés de faire nettoyer chaque soir les lieux où il y a eu des stagiaires. Nous, on le fait régulièrement. Désinfection. Oui, moi je suis formateur en œnologie. Donc à un moment donné, dans les formations, on déguste du vin. Donc pour ça, il faut enlever le masque. Donc est-ce qu'on peut déroger à la règle du masque ou pas? Aucune dérogation n'est possible. À la paille, à distance. Deuxième question, je propose aussi des activités grand public où on déguste du vin. Donc est-ce que ça signifie qu'on peut aussi recevoir 10 personnes ou plus? Et pareil, pour la dégustation. En termes de nombre de personnes, encore une fois, il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est quelle est la surface du locaux pour permettre la règle de distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne. Dès que la salle ou le lieu de formation permet de respecter la distance sociale d'1 mètre, il est possible de mettre autant de stagiaires que nécessaire, bien sûr, sans dépasser les règles locales qui peuvent être prises par les préfets qui sont amenés actuellement, vous le savez, dans les zones d'état d'alerte territoriaux, ou territoriales plutôt. Il y a des mesures précises, comme à Marseille, qui viennent d'être prises, et puis le préfet de l'Hérault qui a encore pris des mesures. L'arrêté préfectoral a été publié ce matin. Mais pardon, juste pour terminer, effectivement, pour des formations en œnologie ou dans d'autres domaines qui supposeraient de devoir enlever le masque, juridiquement, il n'y a aucune dérogation, donc ça veut dire que sur le plan technique, ces formations ne peuvent pas être organisées. Les formations secourisme et tout ça où tu as besoin de manipuler, tu ne manipules pas sur le corps humain, quoi. Si c'est possible de manipuler sur le corps humain, ça ne pose aucun problème. C'est juste qu'il faut porter le masque. Moi j'interviens pour l'INRS pendant la CCC. Non. Ah. On n'entend pas. Et il y a beaucoup de manipulations qu'on faisait en fait, qui se passent en visuel, on est obligé de les faire en vidéo. Donc moi par exemple j'en ai fait une hier
Et pour tout ce qui est manipulation PLS, c'est-à-dire position latérale de sécurité, etc., ben, en fait, je les mets à 1 mètre de distance et ils disent ce qu'ils font. Et en fait, l'autre stagiaire mime, mais sans se toucher, en fait. C'est la seule possibilité qu'on ait de le faire, mais en fait, interdiction de se toucher. D'accord. Mais sur le plan réglementaire, il n'y a aucune règle qui permette de déroger à ce principe que je viens d'évoquer. Alors après, qu'il y ait des aménagements en particulier dans certains secteurs, peut-être, mais ces aménagements ne sont pas réglementaires. Oui, ok. Voilà. Donc, il faut en parler à l'INRS parce qu'ils nous avaient quand même interdit de travailler pendant tout le confinement. Oui, mais bon, après, vous savez, chaque institution, c'est toujours pareil, hein, chaque institution prend des mesures, des préconisations, etc. Mais ça ne se traduit pas forcément dans les textes publiés au journal officiel. D'accord, donc si on les respecte pas, enfin si on les fait désinfecter les mains, qu'ils mettent le masque, ils peuvent quand même se manipuler, on ne va rien nous dire? Oui, bien sûr. On a eu récemment une consultation à faire pour un organisme de formation qui forme des masseurs bien-être et qui, bien sûr, sont obligés de faire de la pratique dans le cycle de formation. Alors on n'a pas fait pendant une période donnée, on peut faire de la formation à distance, mais à un moment donné, pour faire du massage, il faut bien qu'il y ait des thérapies manuelles qui soient mises en œuvre. Et pour la mise en place de ces thérapies manuelles, bien sûr, sur le plan réglementaire, rien ne s'y oppose. On a bien vérifié les textes applicables. La seule exigence, c'est qu'il y ait le port du masque et que, bien sûr, tous les gestes barrières soient strictement respectés, c'est-à-dire du gel hydroalcoolique, c'est-à-dire, bien sûr, la mise en place de toutes les mesures qui permettent de respecter la limite de propagation du virus. Bien entendu, il y a des situations de formation où la distance sociale n'est pas respectée. Mais ça va de soi, parce que c'est inhérent à l'exercice de formation. C'est là que le port du masque est encore plus obligatoire dans l'explication qui nous est faite par les scientifiques et qui se traduit dans ce décret. Oui, alors, donc, effectivement, parce qu'il y a le principe de la distanciation physique, et justement, pourquoi on ne peut pas le respecter? Parce que dans une formation, même, il y a des ateliers en binôme, par exemple, pour travailler ensemble. On ne peut pas travailler, regarder les textes, sortir quelque chose à 1 mètre de distance. Bien sûr. Donc, c'est le même principe qui s'applique. Bien sûr. Mais je vous rappelle l'esprit du décret du 10 juillet 2020, avant fin août. La règle, c'était que on ne porte le masque, à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, on ne porte le masque que lorsque la distanciation sociale physique de 1 mètre ne peut pas être respectée. Ça, c'était au départ. Et après, ce qui a changé, fin août, c'est qu'on doit porter le masque dans tous les cas. Et que la règle de distanciation sociale de 1 mètre doit être respectée, sauf lorsque les situations de formation ne permettent pas de respecter la règle de distanciation de 1 mètre. Ça, c'est dans la loi. Oui, absolument. C'est l'annexe 1 du décret du 10 juillet 2020, modifié fin août. Et si par exemple l'INRS, du coup, si on fait une formation et qu'il s'avère que c'est un cluster, et du coup, et qu'on applique quand même toutes les mesures de sécurité, c'est-à-dire le masque, le gel hydroalcoolique, est-ce que l'INRS peut venir nous reprocher quelque chose au niveau de la loi? Non, tant que ces règles-là ont été strictement observées, la responsabilité de l'organisme de formation ne peut aucunement être engagée, même s'il y avait un cluster. Mais, et du coup, par rapport aux réglementations Covid qu'on a eu en place pour mettre dans les formations, ça peut avoir un impact ou pas? Qu'est-ce qui pourrait avoir un impact? Je ne comprends pas. En fait, nous, on nous dit, vous ne pouvez pas pratiquer, par exemple, la TLS, vous ne pouvez pas le mettre en place, il faut un mannequin complet, etc. Donc, c'est vrai qu'après, on nous demande de faire des évaluations avec des simulations d'accidents. Donc, là, forcément, il y a une victime et c'est plus le mannequin, quoi. Donc, s'il manipule effectivement le salarié qui joue la victime, et qu'il s'avère qu'après, ce soit un cluster, eh bien, est-ce que l'INRS pourra nous rapprocher quelque chose? Dès lors qu'il y a le port du masque et qu'il y a cette situation de formation qui conduit momentanément à ne pas respecter la distanciation sociale d'1 mètre, les règles du décret 10 juillet 2020 modifié fin août sont strictement respectées et on ne peut rien reprocher à l'organisme de formation. Elles prennent le dessus sur les notes de l'INRS. Je ne sais pas, il faudrait l'analyser de façon plus précise, mais a priori, en application du décret 10 juillet 2020 modifié fin août, il n'y a pas de défaut de conformité. Concernant l'INRS, si je permets, Laurent, concernant l'INRS, la CSFC justement a interpellé la DGEFP
notre autorité de contrôle. Parce que l'INRS, pendant la période de confinement, a refusé que les formateurs agrémentés INRS puissent faire de la formation à distance. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas voulu que la formation se fasse à distance. Ils ont exigé de leurs formateurs que ça se fasse en présentiel. Et compte tenu du confinement, impossibilité. On a interpellé la DGEFP qui ne nous a pas apporté de réponse. C'était une décision unilatérale de l'INRS. Qu'en est-il de la formation qui peut se faire en extérieur et des règles? Que ce soit en extérieur ou à l'intérieur, l'article 35 du décret du 10 juillet 2020 modifié fin août ne fait pas de distinction. Donc masque obligatoire aussi? Absolument. Ok, merci beaucoup. Si un stagiaire refuse de porter le masque, c'est l'organisme de formation qui est responsable. Bien sûr, Il doit le mettre dehors. bien sûr. Il me semble qu'on n'a pas le droit de sortir. Sur le plan juridique, un organisme de formation qui applique des règles sanitaires doit l'intégrer dans son règlement intérieur ou dans une annexe au règlement intérieur. Je rappelle que le règlement intérieur applicable aux stagiaires comporte 3 chapitres. Un chapitre qui s'appelle santé et sécurité, un deuxième chapitre qui s'appelle discipline et un troisième chapitre qui s'appelle élection des représentants des stagiaires. Sur le premier chapitre qui est santé et sécurité, bien sûr que les dispositions du règlement intérieur d'un prestataire de formation ou d'un organisme de formation doivent être adaptées pour tenir compte des règles précises applicables sur le plan sanitaire. Ça touche à la santé et à la sécurité. Bien entendu, si ces règles relatives à la santé et à la sécurité édictées dans le règlement intérieur ne sont pas respectées par le stagiaire, on passe au chapitre 2, ça s'appelle la discipline. Et dans le chapitre 2 sur la discipline, il y a des règles applicables qui sont prévues par l'organisme de formation, et si le règlement intérieur est bien fait, il y a lieu de mettre en place une procédure disciplinaire pour tous les stagiaires ou le stagiaire qui ne respecterait pas cette règle. Et bien entendu, la mise en œuvre du règlement intérieur consisterait à convoquer le stagiaire fautif à un entretien pour lui demander ses explications, lui laisser la faculté de s'expliquer et lui appliquer une sanction. Entre-temps, bien sûr, en application du règlement intérieur, il serait possible de prononcer une mise à pied à titre conservatoire. Ce n'est pas une sanction, c'est une mesure d'administration qui consiste à écarter le stagiaire du stage dans l'attente de la poursuite de la procédure disciplinaire. Et c'est quoi le chapitre 3, s'il vous plaît? Bien sûr, au moment où le comportement du stagiaire fautif est constaté, l'autorité disciplinaire, qui est l'organisme de formation ou le formateur délégataire, est amené à prendre une décision d'administration qui consiste à écarter le stagiaire du groupe, momentanément, bien sûr, dans l'attente de pouvoir mener la procédure disciplinaire. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, j'ai parfaitement conscience que dans la formation professionnelle, ce sont des règles qu'on n'applique quasiment jamais, mais je rappelle que ce règlement intérieur est un texte qui est obligatoire, sous peine de sanctions pénales, et que ça fait partie aussi des critères qui conduisent à la mise en place de la certification dite de qualité. C'était justement le prochain sujet. Très bien. Ça tombe bien. Madame? Ça s'applique pour les formations à quel volume? Pour une journée? Un temps? Le règlement intérieur a vocation à s'appliquer dans tous les cas où il y a de la formation professionnelle, quelle que soit la durée de l'action de formation. L'élection des représentants. Alors l'élection, c'est différent. L'élection, c'est le troisième chapitre, qu'on disait tout à l'heure. L'élection, ce n'est que pour les formations qui sont des stages collectifs, donc ça concerne au moins 2 stagiaires, et qui sont au moins de 500 heures. Ça, si un organisme de formation n'a jamais de stage collectif d'au moins 500 heures, il n'y a pas de chapitre 3 dans le règlement intérieur. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose dans le règlement intérieur en fonction du Covid? Bien sûr. Bien sûr. Il faut que les règles de santé et de sécurité soient adaptées pour tenir compte des obligations de l'organisme de formation en matière de prévention s'agissant de la circulation du virus. Les gestes barrières, la distanciation sociale et le port du masque. Tout le monde a bien retenu que le message qui nous est fait passer, c'est que tout le monde doit avoir réactualisé son règlement intérieur à l'aune des conditions
des consignes sanitaires en vigueur actuellement. D'ailleurs, c'était noté dans le travail qu'on avait fait avec Christine Frual pour réouvrir les centres de formation au 11 mai. Tout le monde a dû avoir le lien et c'est toujours d'actualité. Si quelqu'un ne met pas le masque, on peut appliquer la méthode CDB ou CPAC. C'est-à-dire vous l'écoutiez ou plus. Ces sanctions disciplinaires me semblent être peu conformes aux règles édictées par le Code du travail. Mais je vérifierai. Quand la formation a lieu dans un lieu public, hein, par exemple ici, dans une salle de restaurant, ou quand on se déplace dans un lieu qui n'est pas un lieu de formation, donc c'est quelles règles qui s'appliquent justement? Ce sont les règles applicables dans le lieu concerné. Ici, nous ne sommes pas dans un lieu public, nous sommes dans un lieu privé, parce que la Maison des professions libérales appartient à une personne morale de droit privé. Est-ce que ce lieu est visé dans la liste des établissements pour lesquels il a été édicté une interdiction d'accueillir du public? La réponse est non. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Cependant, s'il était question de mettre ça en place dans un palais des congrès, il y a des règles qui ont été édictées pour les palais des congrès. Et dans ce cadre-là, on aurait peut-être été amené à repousser la date parce que actuellement, les palais de congrès ne peuvent pas recevoir de manifestations. Mais, bien entendu, comme à chaque fois, dès qu'on parle de protocole sanitaire, il faut veiller à regarder quelles sont les règles applicables au regard de chaque préfecture. Puisque vous savez que le gouvernement a décidé depuis le déconfinement de confier au préfet dans chaque département le soin d'adapter les mesures au cas par cas, avec, disent-ils, réactivité, efficacité et pragmatisme. Et ça, on le trouve où, alors, si on veut regarder un peu? C'est très simple. Sur le site internet de la préfecture de l'Hérault, ou pour ceux qui sont dans le Gard, enfin chaque département, et il y a les arrêtés préfectoraux qui sont publiés au jour le jour. Alors il y a certains départements où ce n'est pas mis à jour avec beaucoup de réactivité, mais dans l'Hérault, ça va assez vite. On passe à un autre sujet. Oui, un hôtel, c'est considéré comme l'espace public. Non, c'est un espace privé. Bien sûr, c'est un espace privé, ça appartient à une personne morale de droit privé. Et bien sûr, cet hôtel lui-même est régi par des règles sur l'accueil du public. Et actuellement, sauf à ce qu'il y ait des mesures locales qui l'interdisent, il est possible pour un hôtel d'accueillir du public à la condition, bien sûr, que toutes les règles de prévention soient respectées. D'accord. Plus de 10. On va passer sur Calliope. C'est ça. Alors sur Calliope, moi j'avais comme question qui est revenue assez régulièrement, même si la réponse était a priori assez simple, c'est qu'en est-il des adaptations de l'audit à distance versus audit présentiel dans le cadre de la certification de Calliope et de cet audit proposé par les certificateurs? Quelle est la loi en vigueur? Est-ce que c'est autorisé, toléré? Il n'y a pas de loi sur ce sujet. Il n'y a pas de texte ni législatif ni réglementaire. Les organismes qui sont chargés d'assurer l'audit en matière de certification qualité déterminent chacun leur propre protocole d'audit. Et donc, on s'en remet aux règles qui sont édictées par chaque organisme certificateur. Normalement, il était compris dans la norme définie, enfin la norme, je ne sais pas si c'est une norme, mais dans les recommandations de l'État, que la certification Calliope devait donner lieu à un audit sur site et en renouvellement, hypothétiquement pour une certaine typologie d'organismes de formation, de bénéficier d'un audit distanciel. Et a priori, c'était exclusivement dans cet ordre-là. Et apparemment, il me semble qu'il y a eu des adaptations qui permettent d'inverser en disant on peut commencer par un distanciel et avoir un présentiel par la suite, mais qui est donc un protocole, un accord entre le ministère et les certificateurs quant à les adaptations de ces modalités de vie. À ma connaissance, il n'y a rien qui a été publié au journal officiel. Donc il se peut qu'il y ait des mesures qui aient été prises par les organismes certificateurs en accord avec les autorités de contrôle, notamment la COFRAC, mais rien qui soit, à ma connaissance, de nature réglementaire ou légale. Moi, c'était la seule
seule question Calliope que j'avais récoltée, si quelqu'un en a sur cette thématique avant de passer à d'autres choses, peut-être un peu moins d'actualité. Les feuilles de présence. On avait une question Vous avez hier. peut-être une question là sur... Je vais lever la feuille de présence, mais ça ne pas mis dans Calliope. D'accord. Non, vas-y. Ça ne concerne pas Calliope, ça concerne le certif région. Il semblerait qu'il y ait un prolongement de certif région jusqu'en 2022 et qu'ensuite ça puisse entrer après l'audit en distanciel, je crois, dans la certification de Calliope. Êtes-vous au courant de ça ou pas? Pas particulièrement, non. J'attire votre attention sur un sujet. L'Académie française vient de se prononcer la semaine dernière pour rappeler que le terme distanciel était un anglicisme et qu'elle s'opposait à l'utilisation de ce terme, qui ne relève pas de la langue française. Formation à distance. Formation à distance. Le terme distanciel est un anglicisme. Vous savez que l'Académie française lutte contre l'intégration dans la langue française des anglicismes qui sont de plus en plus présents et qui, malheureusement, appauvrissent notre langue. Et présentiel, c'est pareil? Présentiel, c'est pareil. Si je peux répondre, parce que on a pris contact avec Delourmel pour justement cette histoire de certif région par rapport au fait que ça va être décalé peut-être. Donc je suis dans l'attente d'une réponse des services de Thomas et j'en prépare évidemment aux adhérents et à toi aussi. Et effectivement, il y en a été question, mais on n'a pas encore la réponse. Oui, j'ai une question sur les feuilles de présence, parce que j'ai pris un logiciel et j'ai la possibilité pendant mes formations de faire signer des feuilles de présence sur mon ordinateur directement. Est-ce que c'est valable juridiquement? La question est bien posée. Je vous remercie de l'avoir posée comme ça. Elle est bien posée parce que la question est de savoir si c'est valable sur le plan juridique. Il se trouve que je vais peut-être vous choquer, mais sur le plan juridique, il n'y a jamais eu aucun texte qui vise la feuille d'émargement ou le contenu de la feuille d'émargement ou la façon de mettre en place la feuille d'émargement. Donc, dans les pratiques, il n'existe aucun défaut de conformité sur le plan juridique. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que lorsqu'il y a des contrôles menés par les différentes autorités de contrôle, et plus particulièrement les services déconcentrés de l'État, à travers les directs, ces contrôles ont conduit à des pratiques de contrôle, qui font partie des règles connues par le club des initiés, c'est-à-dire vous et moi. Et dans le club des initiés à ces problématiques de contrôle, on sait qu'une feuille d'émargement doit être prouvée dans sa fiabilité par un organisme de formation. Si elle est manuscrite, sa fiabilité doit être prouvée. Si elle est électronique, sa fiabilité doit être prouvée. Donc, ça veut dire en clair que quand on met en place une feuille d'émargement qui est électronique, il faut être en capacité de montrer que l'organisme de formation a mis en place un protocole de signature électronique qui est infalsifiable. Ça veut dire que l'organisme de formation est capable de garantir le datage et l'horodatage de la signature. Le procédé mis en place doit permettre de montrer en cas de contrôle que la signature est bien intervenue le 26 septembre à 10h23 et que cet horodatage est lui-même infalsifiable. C'est-à-dire que l'organisme de formation ne doit avoir aucune capacité de modifier la date et l'heure. Voilà. L'identité du stagiaire doit bien sûr être aussi démontrée de façon fiable sur la feuille d'émargement qui est électronique. Mais il n'y a en tous les cas, retenez-le bien, là c'est un sujet qui est vraiment classique sur le plan juridique, il n'existe aucun texte dans ce domaine, donc ça veut dire
que tous les organismes ont une liberté totale sur la façon de récolter la preuve de l'exécution de la formation. Le terme feuille d'émargement n'existe pas ni dans le Code du travail, ni dans aucun texte publié au journal officiel. Une photo, une capture d'écran avec le jour là. Moi, je ne suis opposé à aucun procédé. Il faut juste veiller à la fiabilité de la preuve qu'on est capable d'apporter sur l'exécution de l'action de formation, qu'elle soit à distance ou en présence des stagiaires. Oui. Il m'est arrivé de faire circuler des feuilles d'émargement en tant que sous-traitant sur lesquelles les stagiaires devaient mettre leur numéro de téléphone et leur adresse mail. Est-ce légal par rapport à la RGPD? La question est bien posée aussi. Est-ce légal? En soi, il n'y a pas de règle sur la feuille d'émargement, donc il n'y a pas de conformité ou de non-conformité. Vis-à-vis du règlement général sur la protection des données, qui s'appelle de façon plus courte le RGPD, il est possible de faire en sorte de collecter et de traiter des données qui sont sollicitées auprès des stagiaires, à la condition de prouver qu'on a informé les stagiaires de cette collecte et des finalités de la collecte, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on procède à cette collecte. Et bien sûr, leur indiquer dans cette information qu'ils ont la possibilité à tout moment de contacter une personne qui doit figurer avec ses coordonnées dans l'information pour pouvoir être retiré de ce traitement des données personnelles qui ont été collectées au moment où il a participé au stage. Pour revenir sur l'histoire des démargements, le ministère a publié il n'y a pas très très longtemps un modèle de certificat de réalisation de formation qui semble faire foi et être à utiliser. Dans quelle mesure l'État a un pouvoir de coercition vis-à-vis des OPCO quant à l'utilisation d'une manière exhaustive et exclusive de ce document au détriment de ces fameuses feuilles de présence ou émargement électronique qui peuvent être des alternatives? Question très très bien posée, merci. Moi, je n'ai pas compris la question. Moi, je n'ai pas compris la question. Alors, le sujet évoqué ici n'est pas les feuilles d'émargement. La question posée au début, par la fin. Mais au début, c'est le certificat de réalisation. Certificat de réalisation, c'est une nouvelle invention qui date d'un arrêté ministériel du mois de janvier 2019. C'est-à-dire quelques mois après la publication de la loi du 5 septembre 2018 ayant porté réforme de plusieurs dispositifs de formation professionnelle. L'arrêté de janvier 2019 a introduit dans ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire dans les règles applicables, le certificat de réalisation qui s'impose à tout prestataire de formation. En quoi consiste-t-il? Bien sûr, il n'a rien à voir avec les feuilles d'émargement. Ce certificat de réalisation est destiné à imposer aux organismes de formation d'attester, de certifier que la formation s'est réalisée. C'est un acte unilatéral, déclaratif, de l'organisme. La volonté affichée au début par le gouvernement était de considérer qu'il fallait faire confiance aux prestataires de formation et que les organismes financeurs n'avaient vocation à financer les actions de formation que sur la seule déclaration des organismes de formation. Ce qui signifiait qu'on mettait un coup d'arrêt à la pratique connue de longue date qui consistait à voir des organismes financeurs, pour certains d'entre eux,
solliciter systématiquement toutes les feuilles d'émargement avant de procéder au règlement du prix de la formation, soit auprès de l'organisme de formation, soit auprès directement de celui qui a payé, c'est-à-dire l'entreprise ou le stagiaire. Dans ce contexte, le certificat de réalisation est censé remplacer la production des feuilles d'émargement auprès des organismes financeurs. Mais on le donne au stagiaire, ce document? Non, il n'est pas destiné aux stagiaires. C'est l'attestation de stage ou d'ancienneté. Ah, ça c'est un autre sujet. Ce sera le second. D'accord, mais rien à voir. Le certificat de réalisation, c'est un document qu'établit l'organisme de formation, c'est un acte unilatéral. L'organisme de formation établit certificat, il atteste que la formation s'est réalisée au bénéfice de M. Dupont, de telle date à telle date, pour tel volume d'heures, sur tel programme, avec telle modalité. Et signature. Et tampon pour faire joli. Mais le sujet, c'est l'organisme doit... C'est un acte réglementaire. Hein, là, on ne parle pas de pratiques instituées par le temps. On parle d'actes réglementaires, donc on est vraiment sur quelque chose qui est soumis au contrôle. Ce certificat de réalisation est censé être établi par chaque prestataire de formation. Et tout à l'heure, la question s'est terminée en disant, et c'est pour ça que je disais qu'elle était très très bien posée, c'est que la question était de dire quel est le lien entre ce certificat de réalisation et les feuilles d'émargement, parce que de nombreux organismes financeurs n'ont manifestement pas compris quelle était la nouvelle pratique qui était voulue par nos instances gouvernementales. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que le certificat de réalisation est établi par les organismes de formation qui sont présumés être en situation potentielle de fraude, et donc les organismes financeurs, pour un certain nombre d'entre eux, ne font pas confiance au certificat de réalisation. Et donc, ce qui était censé mettre un terme à des pratiques de production de feuilles d'émargement auprès des organismes financeurs n'a manifestement pas fonctionné dans tous les cas, puisque nombreux sont les organismes financeurs aujourd'hui qui encore restent sur les pratiques anciennes et qui continuent de solliciter les feuilles d'émargement comme étant une condition du paiement du prix. Un document de plus. Je suis d'ailleurs très impliqué dans ce sujet parce que au mois d'avril 2019, j'ai participé à Paris à une réunion au sein des locaux du MEDEF où la DGEFP était invitée pour évoquer les thèmes liés à la réforme. Et je me souviens avoir été de ceux qui posaient des questions au moment où la parole était donnée à la salle. Et j'ai posé la question directement à la DGEFP, en la personne de M. Stéphane Rémy, qui m'a répondu, mais cher maître, vous savez parfaitement que l'arrêté de janvier 2019 a établi le certificat de réalisation, et donc il n'y aura plus à l'avenir de production des feuilles d'émargement auprès des organismes financeurs. J'aurais dû l'enregistrer, parce que manifestement, ce n'est pas ce qu'on voit en pratique. C'est sûr. Et donc, Laurence évoquait à l'instant un autre sujet qui n'a strictement rien à voir, c'est l'attestation de formation, ou que certains appellent l'attestation de fin de formation, qui est issue de la loi du 24 novembre 2009, loi du 24 novembre 2009, a institué à l'époque l'obligation pour un organisme de formation de remettre à l'issue du stage une attestation de formation récapitulant l'identité du stagiaire, le nombre d'heures de formation suivies, le thème de formation et les résultats de l'évaluation des acquis. Ce ne sera pas la peine parce que ce texte a été abrogé. Ce texte a été abrogé par la loi du 5 septembre 2018 qui a porté réforme de beaucoup de dispositifs de formation et qui est venu encore une fois faire une situation de flux et de reflux. On crée des règles, on augmente le millefeuille administratif, financier des organismes de formation, et puis de temps en temps on le réduit pour le remplacer par autre chose. Voilà. Et donc 2009 on institue ça, 2018
on l'annule et on met en place d'autres règles. Franchement, c'est difficile à suivre. Donc là, il n'y a plus rien à remettre aux stagiaires. Absolument, madame. Aujourd'hui, à la fin d'un stage, un organisme de formation n'a pas vocation à remettre une attestation de formation comme on le faisait par le passé, puisque depuis la loi du 5 septembre 2018, son entrée en vigueur étant le 7 septembre à Montpellier et le 6 septembre à Paris, parce que vous savez que le journal officiel n'entre pas en vigueur à la même date selon qu'on est à Paris ou en province, parce qu'on va en province à cheval, c'est bien connu. Et donc depuis le 7 septembre 2018, tous les organismes de formation qui font partie de ce que les Parisiens appellent la province n'ont plus à remettre d'attestation de formation. Ce qui est drôle quand même dans cette histoire, juste pour l'anecdote, il faut que le juriste qui vous parle soit aussi capable de vous traduire ce genre de message. La loi du 24 novembre 2009, je dis bien, qui a institué l'attestation de formation, à l'époque, personne ne remettait une attestation de formation. Personne. Parce que, et d'ailleurs c'était la première fois que dans le Code du travail, on instituait l'obligation de mettre dans un document les résultats de l'évaluation des acquis. À l'époque, il n'y avait pas d'évaluation des acquis dans les stages de formation, pas, en tout cas, pas de façon systématique. Et c'est la première fois que ça a été institué. Et moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai constaté qu'il a fallu au moins 4 ou 5 ans avant que tous les organismes s'habituent à remettre cette attestation de formation. C'est-à-dire que jusqu'en 2013-2014, il y a eu plein de situations où il y a eu des contrôles, les organismes ne remettaient pas, ils se faisaient sanctionner, etc. Et petit à petit, la règle a été digérée, et petit à petit, les organismes de formation se sont habitués à remettre ça. Pour qu'en 2018, on l'abroge, et maintenant les organismes sont tellement habitués à le faire qu'ils continuent de le faire. Est-ce qu'il y a une interdiction à continuer de le faire parce que c'est pas mal Pas du tout. de valoriser la formation. Non, non, pas du tout, il n'y a pas d'interdiction, c'est juste que c'est plus une obligation légale. Ça fait des trappes. Alors pourquoi est-ce que quand on prépare le Datadoc, on nous demande ce document? Parce que Les évaluations des acquis. Absolument. Parce que le Datadoc obéit à des règles que la raison ne connaît pas. Et Les Calliope aussi, parce que c'est de la suite logique pour le Calliope. oui, mais c'est l'organisme certificateur. oui, mais la difficulté, c'est que ces organismes certificateurs ne sont pas eux-mêmes certifiés en matière de qualité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Parce que si on les auditait eux-mêmes en matière de qualité, on pourrait constater qu'ils appliquent des règles qui ne sont plus applicables. Tout ça parce que, malheureusement, dans ces contextes, il n'y a pas beaucoup de juristes, et donc ils n'adaptent pas toujours leur position. Voyez, un auditeur qui est auditeur depuis plusieurs années, ben, il applique ce qui s'est appliqué, c'est-à-dire des règles d'avant. Et il ne s'est pas forcément mis à jour sur le plan technique sur tous les sujets. Voilà. Donc il y a peut-être des couacs qui font que... Ça veut dire que si demain je ne suis pas certifiée à cause de ce manque documentaire, moi je peux vous appeler et vous me défendez et donc on reçoit ma certification. Oui, je pense que ça n'arrivera pas, mais parce qu'ils lâcheront avant. Mais ce sujet-là est un sujet qui est limpide sur le plan juridique. Il y a eu une abrogation par la loi du 5 septembre 2018. Aujourd'hui, dans les textes, il n'y a plus aucune obligation de ce type-là. Alors qu'avant, juste pour... Aussi, il faut se rappeler, dans la série des choses incroyables, la loi du 24 novembre 2009 qui a institué l'attestation de formation, c'était assorti d'une sanction pénale, contravention de 1 500 € par infraction constatée, donc par stagiaire, et annulation de la déclaration d'activité. Rien que ça. Hein, rien que ça. Oui, madame. J'ai une question par rapport à cette attestation de fin de formation. C'est que certains stagiaires, apprenants, ont besoin ensuite de prouver qu'ils ont suivi une formation pour eux-mêmes garder parfois leurs droits, leur métier, l'application de leur métier. Il y a certains métiers réglementés où on doit justifier de tant d'heures de formation pendant telle période, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, quel document peut-on produire à ce moment-là? Celui-là, puisque c'est celui qui sert à l'apprenant de prouver qu'il a appris. La réponse est ce que vous voulez. Ah oui, moi, ça vous êtes une facture. Non, mais il y a des autres cours qui nous emmerdent maintenant avec des attestations d'assiduité aussi. Nous, on a toute une batterie, on leur envoie tout, ils font ce qu'ils veulent. En fait, il faudrait prévoir une matinée
Pour checker. Pour analyser toutes les pratiques exotiques des organismes financeurs. Parce que les organismes financeurs, tant qu'ils existeront, continueront à avoir chacun leurs petites pratiques. Ils ont essayé d'uniformiser, enfin je parle là des pouvoirs publics, ont essayé d'uniformiser les règles applicables, mais quand on reprend les mêmes et qu'au lieu de s'appeler OPCA, on les appelle OPCO, en général, ça ne produit pas beaucoup de conséquences. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on continue. Et donc, on se retrouve toujours avec des pratiques exotiques aujourd'hui. Peut-être moins qu'avant, mais il y en a toujours. Par exemple, une entreprise, quand j'interviens directement en entreprise, une entreprise qui fait une formation obligatoire comme l'HACCP ou la gestion des risques, elle se doit de prouver en cas de contrôle qu'elle a bien fait cette formation. Comment on doit procéder alors, puisque là c'est plus obligatoire de délivrer une attestation? Réponse de la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, dite DGEFP, le certificat de réalisation. Donc je lui donne le certificat de réalisation. Absolument. Et si vous êtes contrôlé par la directe ou par un organisme financeur a posteriori, hein, pas pour se faire payer du prix, a posteriori, si vous êtes contrôlé, il faudra que vous apportiez non pas les feuilles d'émargement, mais tout moyen de preuve que vous auriez mis en place pour justifier de la réalité de l'exécution de la prestation de formation. Il faut filmer maintenant? Je sais pas, il faut tout filmer. Non, tous les procédés sont possibles, il faut juste que la fiabilité soit garantie. Recommandation sans aucune valeur juridique, hein, le certificat de réalisation donc, fait d'une manière unilatérale qui est remis, par exemple, à l'entreprise ou au client et dont l'organisme de formation va lui demander une petite signature pour prouver qu'il lui a bien remis. Maintenant, on en arrive à avoir ce genre de cas qui est arrivé, de montrer qu'on a bien remis et que ce n'est pas uniquement unilatéral. Nous, on fait cracher pour qu'il y ait l'ADN. Ou une crotte de nez, pour que ce soit en braille. Moi, j'ai une question par rapport au contrat de sous-traitance. Là, on va se retrouver avec des gens qui sont formateurs, qui ne vont pas forcément être Calliope ou Calliope. Donc, l'Académie française va s'égorger. Voilà, qui vont s'adresser par exemple, voilà, c'est ça, qui vont s'adresser à des organismes comme moi qui vont les porter. Quand tu regardes au niveau de la directe, on te demande souvent des contrats de sous-traitance. Moi, j'ai un excellent avocat en droit de la formation qui me dit qu'il ne faut pas en faire parce que c'est vraiment une source à problème. Il ne faut pas faire de quoi? Des contrats de sous-traitance avec les sous-traitants. Ah si, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Enfin, il faut faire attention. Et on s'était d'ailleurs pris la tête avec le certificateur en 2016. Parce que moi, je suis certifiée depuis 2016. Concernant les contrats de sous-traitance qu'il fallait éviter de signer à l'époque et ou sur lesquels ils nous contrôlaient, tu te rappelles? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Quand tu regardes les trucs de la directe, pour faire des contrats de sous-traitance, moi j'en ai fait aucun. Moi c'est juste des engagements, puis et puis ça marche à la parole. Mais enfin, ça, à un moment donné, la parole, il va falloir arrêter. Donc, comment on peut faire? Comment on peut se protéger, nous, en tant qu'organisme porteur? Comment on peut protéger les formateurs qui travaillent pour nous? Et aussi, il y a aussi la notion de propriété intellectuelle qu'il va falloir qu'on aborde. Parce que... Enfin, vous avez compris la question? Pas mal. Elle est bonne, elle est bonne. C'est de quoi qu'on parle? En fait, la sous-traitance ne fait pas partie des dispositions du Code du travail qui régissent les activités des organismes de formation. Ça signifie que pour un organisme de formation qui a recours à de la sous-traitance, il n'a aucune règle propre à son secteur, aux activités réglementées d'un organisme de formation. Il n'y a aucune règle spécifique sur la sous-traitance. Ça veut dire que quand un organisme de formation génère une situation de sous-traitance, il est soumis aux règles dites de droit commun, c'est-à-dire à celles qui s'appliquent à n'importe quelle entreprise. Quelles sont les règles qui s'appliquent à n'importe quelle entreprise? Il y a une loi de 1975 sur la sous-traitance qui définit les conditions dans lesquelles la sous-traitance intervient, notamment les questions de responsabilité.
qui est responsable? Est-ce que c'est l'entrepreneur principal ou le sous-traitant? Quels sont les liens entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant? Mais ce sont des règles de droit commun, ça veut dire qu'elles sont faites de façon générale pour tous les secteurs d'activité. Sur une loi qui date de 1975. Cette loi fait partie des règles du commerce. Dans le code de commerce, on retrouve des références à la sous-traitance. Sur le plan purement juridique, il n'existe pas d'obligation légale ou réglementaire d'établir un contrat ou une convention organisant la sous-traitance. Bien sûr, c'est très recommandé d'en faire un ou une. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la Direct, elle demande justement pour avoir l'agrément formateur de fournir un premier contrat ou un premier contrat de sous-traitance. Bien sûr, mais vous aurez remarqué que la Direct ne fait pas partie des institutions qui sont visées par l'obligation d'une certification qualité. Et il serait intéressant, je suis très sérieux, il serait intéressant de proposer que les autorités de contrôle soient elles-mêmes certifiées. Parce qu'on constate, pour un professionnel comme moi, qui se balade un peu partout sur le territoire français, qui fait le tour d'un peu toutes les directs du coin, et qui constate que d'une administration à l'autre, les pratiques de contrôle ne sont pas les mêmes. Qui constate qu'il y a des fonctionnaires chargés du contrôle qui prennent des positions qui ne sont pas forcément conformes à celles qui sont issues de l'autorité centrale, de l'autorité administrative centrale, c'est-à-dire la DGFP. Donc il y a parfois... Je pense que vous avez un créneau à vous lancer dans la formation mais bien sûr. des agents publics, puisqu'en plus les conditions sont mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Mais enfin, avant de donner des leçons aux autres, il faudrait que nous, organismes de formation, on soit aussi capables de justifier que... moi, j'ai une proposition à faire au secteur, hein. Enfin, j'en ai plusieurs, mais là, pour l'instant, j'en ai qu'une à formuler. C'est qu'il faudrait quand même que, au lieu de créer tout ce millefeuille administratif, financier, le contrôle, la défiance, etc., ce qui serait pas mal, c'est qu'on crée ce qu'on fait normalement dans un métier réglementé. Vous voyez, moi, je suis avocat. Avant d'être avocat, j'ai eu une formation professionnelle spécifique avec un contrôle déontologique sur la façon dont je devais exercer mon métier, avec tout un cursus de formation qui conduit à inculquer la déontologie. Okay ? Pour les organismes de formation, n'importe quel couillon peut s'autoproclamer organisme de formation. Il suffit de faire une déclaration d'activité. C'est une simple déclaration. N'importe quel couillon peut produire une pièce d'identité, un extrait de casier judiciaire, remplir un formulaire de 2 pages et produire une convention de formation. Et ça conduit dans le secteur à une situation où il y a de tout. Il y a des très bons, il y a des moyens, et puis il y a des voyous. Et les voyous, vous ne les en connaissez peut-être pas, mais moi j'en connais certains. Et je peux vous dire que dans le secteur, il y a vraiment de tout. Ouais. Et... je ne sais pas. Laurent, si tu permets, oui. Et c'est pour ça qu'il est bien important de retenir que notre numéro de déclaration d'activité n'est absolument pas un agrément. Il n'y a pas d'agrément. C'est un numéro de déclaration d'activité. Et si vous voulez vraiment rentrer dans la qualité, nous avons, vous la connaissez, notre charte déontologique qui déjà permet de rentrer dans une bonne logique, une bonne pratique du métier. On n'a pas la chance d'avoir un ordre comme des avocats, comme des comptables. Mais il faudrait. Il faudrait. Il faut y travailler. Et ça fait longtemps, tu es là pour me conforter là-dedans, qu'on travaille dans cette idée-là. Mais déjà, lorsque les gens s'engagent à signer une charte, à la respecter et la mettre en application, je dis que c'est déjà beaucoup. Bon. Parenthèse fermée sur cette question de déontologie et de formation professionnelle. Mais pour revenir à la sous-traitance, donc il n'existe aucune obligation sur le plan juridique d'établir un contrat ou une convention. C'est largement recommandé, bien sûr. C'est recommandé pour des raisons simples. C'est que
les engagements juridiques entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, il vaut mieux les formaliser sur le paiement du prix, sur la façon dont on va payer le prix, etc. Parce que s'il y a un litige, c'est l'écrit qui l'emporte et qui va permettre de régler le litige. Donc c'est vrai que c'est largement recommandé. Mais pour reprendre votre question, madame, c'est vrai que sur certains sites Internet ou sur certaines communications qui sont faites dans des directions régionales de la formation professionnelle, des directs, pardon, dans plutôt les départements de formation professionnelle ou dans les services régionaux de contrôle des directs, il y a une tendance qui est de plus en plus forte depuis, je dirais, 2013-2014, qui consiste à laisser penser que le contrat de formation, le contrat de sous-traitance est un contrat obligatoire. Ces affirmations, de la part des autorités de contrôle, ne reposent sur aucun fondement juridique. Il n'existe, j'insiste, aucun texte sur la sous-traitance dans les organismes de formation. Et l'administration se prend un peu pour l'Assemblée nationale et a tendance à édicter des règles au-delà de ce qui est prévu sur le plan purement technique, c'est-à-dire ce qui est publié au journal officiel. C'est comme ça. De plus en plus, je m'en émeus, moi-même en qualité de juriste, et je constate bien que mon émotion n'atteint pas forcément les sommets de la directe. Mais j'ai peu d'espoir. Mais en tout cas, sur le plan technique, il faut être clair. Et c'est vrai que je suis souvent consulté sur ces sujets. Et c'est vrai que celui qui a vocation à faire une déclaration d'activité avec un contrat de sous-traitance, en réalité, il fait une déclaration d'activité sans respecter les conditions qui sont prévues par la loi pour opérer une déclaration d'activité. Car je le rappelle, si la déclaration d'activité est à la portée de n'importe quel couillon, il y a quand même des conditions à respecter. Elles sont très simples. C'est de produire, vous le savez, un formulaire de 2 pages renseigné par celui qui prétend faire la déclaration, l'extrait de casier judiciaire, la pièce d'identité, la convention de formation. Dans le texte, il n'y a pas marqué le contrat de sous-traitance. D'accord ? C'est la convention de formation. Donc quand je produis un contrat de sous-traitance, ma déclaration d'activité est une déclaration non conforme. Donc sur le plan juridique, la directe ne peut pas recevoir la déclaration d'activité. Il se trouve que l'analyse que fait la directe n'est pas forcément juridique, parce que depuis les années 2012, 2013, 2014, nous avons eu une tendance de toutes les directes de France et de Navarre qui a consisté à affirmer de façon péremptoire et totalement illicite que tous les formateurs, sans exception, devaient opérer une déclaration d'activité dès lors qu'ils étaient en situation d'entreprise individuelle ou constituée sous forme de personne morale, et même lorsqu'ils sont en sous-traitance. Ce qui, sur le plan juridique, est une hérésie. Sur le plan juridique, le seul prestataire de formation qui est tenu par une obligation de déclaration d'activité, c'est celui qui contracte avec un client, qui n'est pas un organisme de formation, avec un client qui est le consommateur de la formation. Okay. Sur le plan juridique, c'est très clair. On a tous les éléments sur le plan technique qui sont susceptibles d'être exposés à l'administration, mais l'administration continue dans son délire qui consiste à vouloir enregistrer tous les prestataires, y compris ceux qui ne font que de la sous-traitance. Ce qui, je le répète, sur le plan juridique est hérétique. Ça ne repose sur aucun fondement. Et d'ailleurs, je constate qu'à chaque fois que je suis missionné sur un contrôle de cette nature, l'administration, de façon systématique, je le dis ici haut et fort, est obligée d'abandonner. Car il n'y a aucun fondement. Mais, même s'il n'y a aucun fondement, il continue de laisser se propager ce message qui consiste à dire tout le monde doit être l'objet d'une déclaration d'activité. Laurent, la question de Laurent se portait sur Calliope. Et entre autres, il est précisé que les sous-traitants ne sont pas obligés d'être ou datadockés ou d'être dans une démarche Calliope, et par contre doivent avoir un numéro de déclaration d'activité. Et maintenant, dans le bilan pédagogique et financier, d'ailleurs qu'on a rempli cette année, il n'y a plus que 2 catégories de formateurs, les formateurs permanents ou salariés de l'organisme de formation,
et les sous-traitants, les autres et les autres, ils nous demandent un numéro de déclaration d'activité. Alors, je vous invite à relire le référentiel national de certification qualité Calliope. À aucun moment, il n'est indiqué que le sous-traitant doit être détenteur d'un numéro de déclaration d'activité. Pas dans le référentiel. Dans le référentiel, il y a un critère 27 qui porte sur la sous-traitance. Oui. Okay. C'est pas le critère, c'est l'indicateur. Sur l'indicateur numéro 27, il est indiqué que lorsqu'un organisme de formation recourt à de la sous-traitance, il doit faire en sorte de démontrer que le sous-traitant respecte les mêmes engagements que l'organisme de formation concerné dans le cadre du référentiel national de certification qualité. En d'autres termes, il faut que celui qui a recours à un sous-traitant ou à un formateur sous-traitant soit capable de démontrer que ce formateur sous-traitant respecte les conditions du référentiel national de qualité. Une charte de qualité. Ça ne veut pas dire qu'il est lui-même référencé, ça ne veut pas dire qu'il est lui-même détenteur d'une certification qualité, ça veut dire que moi, organisme formation, je me porte garant que le formateur respecte les critères issus du référentiel national de qualité. Mais cela a été analysé par certains acteurs du monde de la qualité, qui consiste à faire des raccourcis très malvenus, très malvenus sur le plan juridique, qui consiste à dire que tout prestataire sous-traitant doit faire état d'un numéro de déclaration d'activité. C'est faux. Sur le plan technique, il n'y a aucune obligation de cette nature. Et d'ailleurs, il y a même le contraire. Quand on fait un peu d'histoire, moi qui ai démarré ma carrière à la fin des années 90, je me souviens à l'époque, nous étions sous un gouvernement Jospin, et il y avait une certaine Elisabeth Guigou qui était ministre du Travail. Nous étions en janvier 2002, et une loi de modernisation sociale, dite de modernisation sociale, vous voyez, les titres étaient déjà ambitieux à l'époque, une loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 avait conduit à introduire dans le Code du travail une modification sur les règles applicables aux organismes de formation. Et à l'époque, en 2002, ça fait presque 20 ans, il était question de dire que le numéro de déclaration d'activité, qui à l'époque s'appelait... Pas du tout, jamais. C'était le numéro préalable d'existence. Hein, pour ceux qui étaient là à l'époque, ça doit faire écho. Et à l'époque, le numéro préalable d'existence, vous voyez, on n'existait pas sans l'administration. Heureusement, ils ont changé le vocabulaire. Et le numéro préalable d'existence était, à l'époque, obligatoire pour tout prestataire. C'est-à-dire, n'importe qui faisait de la formation devait faire une déclaration d'administration. Et la loi Guigou de janvier 2002 avait, à l'époque, introduit l'idée que c'était absurde d'avoir presque une centaine de milliers de prestataires de formation enregistrés qui sont placés sous le contrôle de l'État, alors que l'État n'a vocation qu'à contrôler que ceux qui délivrent une formation au client final. Et donc c'était exactement la loi 2002 qui a consisté à dire, à l'avenir, ça se rappellera numéro de déclaration d'activité, et ce numéro de déclaration d'activité ne sera sollicité que par les prestataires de formation qui concluent une convention de formation. Et pour preuve, c'est que dans les textes, pour faire une demande de déclaration d'activité, il faut produire une convention de formation ou un contrat de formation professionnelle. Une dernière question sur une thématique qui nous a été posée en ligne. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Allez-y. Juste dans la pratique, votre conseil sur qui établit la convention? La convention de quoi? S'il doit y avoir convention de formation entre le prestataire et l'organisme. Oui, sous-traitance donc. Qui établit la convention? Parce qu'en fait, on a un peu, c'est vous, c'est moi, c'est moi. C'est pas encore entre les parties. Il n'y a pas de règle dans ce domaine. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Ça peut être l'organisme de formation qui est l'entrepreneur principal, c'est-à-dire celui qui a conclu la convention de formation avec un client, et ça peut être le sous-traitant lui-même qui produit sa propre convention. Ça, c'est
la réponse du juriste. La réponse du conseil que je suis, c'est de dire, autant que possible, il faudrait faire en sorte que la convention de sous-traitance ou le contrat de sous-traitance, s'il existe, qu'il soit produit par le sous-traitant. Mais ça, c'est du domaine du conseil, d'accord ? Ce n'est pas une règle. Pourquoi est-ce que je donne ce conseil ? Eh bien parce que si c'est l'organisme de formation entrepreneur principal qui établit la convention, ça veut dire qu'il va utiliser un modèle. Et dans ce modèle, il va avoir tendance à établir des règles qui lui sont favorables. Du type, vous n'avez pas de droit de toucher à mon client. Du type, vous devez venir à telle date, à telle heure. Votre prix, c'est tant. Vous respecterez le règlement intérieur applicable aux stagiaires. Vous respecterez la charte qualité. Vous respecterez les modalités pratiques de mise en place des feuilles d'émargement et d'évaluation. Vous vous soumettrez aux modalités pédagogiques qui ont été définies dans le cadre de la charte qualité de notre organisme, etc., etc. Et donc, gentiment, les organismes ont tendance, avec ce genre de pratique, à se tirer une balle dans le pied. Et ils se tirent une balle dans le pied parce que, en faisant cela, ils traduisent l'existence d'un lien de subordination juridique. Et donc, ça veut dire que s'il y a un contrôle de l'URSSAF qui vient vérifier l'assiette des cotisations de sécurité sociale au régime général des salariés, s'ils examinent ces conventions, ils ont vocation, ils ne le font pas toujours heureusement, mais ils ont vocation à faire le boulot correctement. S'ils le faisaient correctement encore, ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Mais heureusement pour les organismes, mais s'ils faisaient le boulot correctement, ils devraient dire, attention, cette convention traduit les indices d'un lien de subordination juridique. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les factures qui sont établies par le formateur et qui sont payées par l'entrepreneur principal seraient susceptibles d'être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au régime général des salariés. Et ça veut dire que l'organisme devrait payer à peu près 75% du coût de la facture à l'URSSAF. Et ce, sur les 3 dernières années. C'est considéré comme du net. Hein. Donc, ça signifie que, pour moi qui suis conseil, qui connais bien ces questions liées au lien de subordination juridique, je dois dire d'abord que la recommandation, c'est de faire en sorte que ce soit le sous-traitant qui établisse la convention, parce que si c'est le sous-traitant, on ne va pas rentrer dans la mauvaise dynamique qui consiste à imposer plein de règles aux sous-traitants. Il faut faire au contraire en sorte que ce soit le sous-traitant qui impose des règles à l'organisme de formation, quitte à ce que ça reprenne la même idée. Par exemple, le sous-traitant peut très bien s'engager dans son contrat de sous-traitance à lui, avec son papier en tête, son logo, sa typologie, son modèle, sa rédaction. Il peut très bien imposer à l'organisme de formation entrepreneur principal, eh bien, de lui dire, écoutez, moi, je m'engage à respecter les critères du référentiel national de qualité. Ce n'est pas vous qui me l'imposez, c'est moi qui déclare que je m'engage à les respecter. Vous voyez, il faut inverser la vapeur. Je déclare que la date de formation, c'est celle-ci. Je déclare que les horaires de formation sont ceux-ci. Je déclare que je m'engage, par loyauté à l'égard de votre organisme, au regard de liens d'affaires établis entre nous, que je ne procéderai pas à une quelconque sollicitation de votre client pendant une durée de 5 ans. Il faut que ça vienne de lui. Comme ça, si un jour j'ai un contrôle URSSAF, ben ça permet de montrer au contrôleur et de lui dire, écoutez, là, le lien de subordination juridique, il n'existe pas. Parce que je suis confronté aux conditions qui sont posées par l'intervenant. Malheureusement, en pratique, dans 95% des cas et plus, on est dans la situation où l'organisme s'est tiré une balle dans le pied. En gros, tous les contentieux URSSAF qui portent sur le lien de subordination juridique, heureusement il n'y en a pas beaucoup, parce que les URSSAF n'aiment pas trop faire ce travail-là, donc heureusement pour les organismes, mais quand ils le font, je me retrouve moi en qualité de conseil avec des dossiers qui ne sont pas terribles, parce que je ne peux pas défendre la position des organismes quand ils ont déjà fait en sorte de se tirer une balle dans le pied. Oui. Donc je suis très insistant sur ces aspects. Et par contre, on va faire signer une charte. Merci de votre participation. On va essayer de clôturer en temps et en heure. J'avais une dernière question que je n'ai pas pu poser et qui venait d'une adhérente qui insistait, et c'est particulièrement à propos par rapport à ce que vous venez, qui se posait la question d'obtenir vos meilleurs conseils pour sécuriser
À l'époque, on parlait de support, à l'époque, on était papier et qu'on faisait du présentiel. Elle, aujourd'hui, sa demande, c'est avec le développement des formations en ligne, comment sécuriser la protection de sa création, je dirais, pédagogique et de ses ressources qu'elle met à disposition dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Ça complète ce que vous venez de nous évoquer sur la partie de rédiger un contrat de sous-traitance et d'en être l'émetteur en tant que formateur indépendant. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil pour justement intégrer dans ce contrat une protection sur ce qu'elle va produire et mettre à disposition des stagiaires et de l'organisme demandeur? D'abord, j'aimerais dire que je ne suis pas un spécialiste du droit de la propriété intellectuelle. Non, il faut le dire parce que chacun a sa spécialité. On ne peut pas demander à un podologue de se prononcer en cardiologie, vous voyez. Mais le peu que connaît le pauvre podologue que je suis, le peu que connaît le podologue que je suis en propriété intellectuelle, c'est que sur le plan juridique, ce ne sont pas les clauses d'un contrat qui garantissent la protection. Les clauses d'un contrat, dans ces domaines, j'ai remarqué qu'elles ont souvent une vocation purement psychologique. C'est-à-dire que ça permet de se rassurer. Mais sur le plan juridique, la protection, elle est déjà issue du Code de la propriété intellectuelle. Et donc souvent, ce qu'on met dans un contrat, c'est recopier ce qui existe déjà dans le Code de la propriété intellectuelle, mais juste pour se rassurer. Ce n'est pas le contrat qui assure la protection dans ces domaines. Dans ces domaines, le Code de la propriété intellectuelle, il est clair. C'est celui qui est l'auteur d'une œuvre intellectuelle qui en est le propriétaire à vie. Il ne peut d'ailleurs même pas céder la propriété de l'œuvre. Pourtant, on le voit dans la... Et sur le plan technique, si l'auteur d'une œuvre se trouve confronté à une situation où cette œuvre est exploitée par une personne qui n'est pas autorisée à exploiter l'œuvre, dans ce cas, le Code de la propriété intellectuelle permet de mettre en demeure celui qui a utilisé l'œuvre dans des conditions où il n'a pas été autorisé à le faire, de cesser cette exploitation et d'indemniser l'auteur de l'œuvre de cette exploitation frauduleuse ou illicite. Et donc, pour faire quelque chose qui soit cohérent, il faut prendre conscience que la problématique essentielle qui existe en droit de la propriété intellectuelle, c'est de prouver que je suis l'auteur de l'œuvre. Parce que si, imaginons, je crée une œuvre, là, aujourd'hui, le 26 septembre 2020, et que le même jour, il y a mon voisin qui crée la même œuvre, ou le lendemain, qui l'a créée en premier? Si c'est à peu près la même chose, c'est un copain à moi, on a créé ensemble, puis lui, il a fait son truc de ce côté, souvent, il y a des litiges de cette nature. Mais dans l'existence des litiges en propriété intellectuelle, il y a rarement le cas, où, moi je ne l'ai jamais vu en tout cas, d'un organisme de formation qui dirait « Oh là là, il m'a piqué un support ou un programme ou un format de formation à distance, il m'a piqué le truc parce que je n'ai pas mis une clause dans le contrat. » Ça n'a rien à voir. Ça ne dépend pas de la clause du contrat. La clause du contrat, elle peut rassurer les parties. Et d'ailleurs, le juriste que je suis souvent le fait parce qu'on me le demande, parce que ça rassure. Voilà. Mais c'est juste ça. Psychologiquement, c'est mieux de le faire de toute façon. C'est surtout psychologique, voilà. Ou comme je l'ai vu récemment dans un mail, j'ai vu marqué psychologique. Ça m'a beaucoup fait. Vas-y Bernard. J'ai une question sur France Compétences, parce que j'ai déposé un dossier pour inscrire une formation répertoire spécifique. C'était fin février. Depuis, je n'ai pas de nouvelles. J'ai envoyé un mail il y a un mois. Je n'ai pas de réponse. Alors, je voulais savoir si l'administration est tenue de répondre au dossier de l'inscription, la demande d'inscription et au mail, ou si elle peut se permettre de ne pas répondre. S'il y a un délai. C'est surtout est-ce qu'il y a un délai? Parce que l'obligation de réponse, elle existe. Mais est-ce qu'il y a un délai? Dans ces domaines, malheureusement, le silence de l'administration ne vaut pas acceptation. Et donc, l'administration qui ne répond pas est en faute, mais c'est tout. Il ne se passe rien.
sauf à ce que vous décidiez d'attaquer l'administration, mais je pense que vous avez autre chose à faire. Et donc on s'en tient à ça. Il faudrait, là aussi, si c'était possible, qu'il y ait plus de puissance syndicale, et c'est là que je remercie ces initiatives qui sont prises, parce que c'est à une échelle qui permet déjà de faire plein d'actions, mais il faudrait que ce soit encore plus puissant. Et malheureusement, dans le secteur, on a une fédération de formation professionnelle qui fait preuve de puissance sur plein d'aspects, malheureusement pas sur cela. Et je le déplore, c'est dommage, il y a certainement des améliorations à faire, comme dans tout domaine, mais il n'y a pas assez de puissance de feu en termes de poids vis-à-vis des pouvoirs publics pour que les intérêts des organismes de formation soient mieux observés par les pouvoirs publics. Donc effectivement, vous n'avez pas de réponse de l'administration, et malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de moyens d'action, si ce n'est de les mettre en demeure, de relancer et espérer. J'ai aussi une question sur France Compétences. J'ai aussi déposé un dossier et en fait j'ai eu un refus sans notification de refus et sans aucune motivation. J'ai envoyé plusieurs mails, j'ai fait 2 lettres recommandées en demandant la notification du refus parce que selon les textes je pense que c'est obligé, je voulais votre confirmation d'être motivé. Et je suis devant un impasse parce que je ne peux pas faire appel de ce refus parce que je n'ai pas de notification et je n'ai pas de motivation. Vous avez eu le refus par courrier? Non. Uniquement, j'ai consulté le site, c'est noté sur le jour au lendemain. Au lieu d'avoir en cours, il y a eu écrit refusé. C'est tout, c'est la seule information. D'accord. Dans ce cas, vous pourriez faire une impression écran du site et saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir. Ça s'appelle comme ça. Un recours pour excès de pouvoir. L'administration qui excède ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle fait un refus sans le motiver, eh bien, est soumise à un recours de l'administré, parce que nous ne sommes tous ici que de pauvres administrés, et les administrés peuvent saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif, vous le savez certainement, c'est une juridiction qui est là, elle existe pour veiller au respect par l'administration de ses obligations. Il faut passer par un avocat? Pas nécessairement. Nous allons montrer que nous sommes très bons formateurs et nous allons respecter les horaires. Alors effectivement, si vous n'avez plus de questions, juste avant, encore merci maître. On peut applaudir. Oui, applaudir, bien sûr.